Salut! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de tout ce qui m'a plu au mois de janvier, à propos de tout ce qui est séries télé, films, musique et livres. Je vais essayer de pas prendre trop de temps pour parler de chaque chose, essayer de vous faire des synopsis officiels, ce genre de choses, et s'il y a des spoilers, je vous le dirai bien évidemment, mais j'ai beaucoup de séries en cours, donc si vous entendez que c'est une série que vous êtes en train de regarder, je vais dire le numéro de la saison, mais passez ce moment. J'essaierai de mettre un chapitrage sur la vidéo, j'ai jamais fait ça, mais bon écoutez, j'essaierai. Du coup on va passer à la première catégorie. La première catégorie, c'est les séries télé. Du coup, la première dont je vais vous parler, c'est American Horror Story. J'ai regardé les 5 premières saisons à la suite, je crois. Enfin, elles sortaient au fur et à mesure, parce que j'ai regardé dès la première quand elle est sortie. Et j'ai totalement lâché au bout d'un moment, après j'ai repris au fur et à mesure, mais j'ai jamais terminé. Donc là, un soir, avec Maxime, on savait pas quoi regarder, j'ai dit allez vas-y on regarde American Horror Story. Du coup là, j'étais à la saison 9, donc c'est la saison 1984, et donc je vous lis le synopsis. Donc à l'été 84, 5 amis quittent Los Angeles afin de travailler comme moniteurs au camp Redwood. Au fur et à mesure qu'ils s'adaptent à leurs nouvelles fonctions, ils comprennent vite que la seule chose qui est plus effrayante que les histoires de feux de camp est le passé qui ressurgit. Alors on l'a fait en une soirée, après je sais pas vous, mais je sais que moi, je sais pas, il y a des séries, je vais les sentir et je vais tout regarder d'un coup. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Pour autant, on l'a regardé parce qu'on voulait savoir la fin, mais... Enfin, de toute façon, je pense que, à part les 4 premières, et encore j'ai pas trop aimé Freak Show, enfin j'ai bien aimé le début mais pas la fin, je pense que on n'arrivera pas à avoir de saison d'American Horror Story aussi bien que les premières, avec la Murder House, Asylum et tout ça. C'est... Comment dire, cette saison 9, bah ça, voilà, ça nous a fait une soirée. Après, j'aimais bien parce qu'il y avait des acteurs que j'aimais bien dedans, dont la fille de Carrie Fisher, dont je ne me souviens jamais son nom, je vous le mettrai à l'écran, avec sa photo. Mais bon, c'est oui, je la regarderai une fois. C'est... voilà. Donc écoutez, ça nous a divertis, c'était sympathique, mais bon, on verra. En attendant, il faut qu'on continue et qu'on regarde les saisons suivantes. Honnêtement, le seul truc qui m'a vraiment plu, je pense que c'était le... le fait que ça se passe dans les années 80. Donc du coup bah les tenues, tout c'était... Ouais, moi j'ai bien aimé cette partie-là. Après c'est vrai que l'intrigue, je trouve que bah on trouve vite... oui, on se rend vite compte de ce qui se passe, j'ai envie de dire. Ensuite, j'ai terminé la saison 17 de Grey's Anatomy. Je suis une très late bloomer de Grey's Anatomy. Je m'étais jamais mis à cette série avant. Et à force qu'on en parle, j'ai dit allez, j'aime beaucoup les séries médicales en plus. Donc je me suis dit allez vas-y j'y mets. Je crois que j'ai vraiment... mais hyper vite regardé les 14 premières saisons je dirais, même s'il y en a 2-3 qui m'ont moins plu, mais alors là, mais cette saison 17, mais pour moi c'était un enfer. Donc attention spoiler alerte, hein, pour ceux qui regardent Grey's Anatomy, quittez cette partie de la vidéo, sinon vous allez vous faire spoiler très fort, surtout si vous êtes qu'au début. Donc le synopsis c'est en gros, il y a le Covid. Et en fait, il y avait le Covid dans la vraie vie et le Covid dans la série. Donc Seattle fait partie des villes des États-Unis les plus durement touchées, obligeant le Graceland Memorial Hospital à s'adapter rapidement. Donc c'est devenu le plus grand centre de traitement de Covid de la ville. Les visites ne sont pas autorisées, tout le monde meurt, enfin voilà. Meredith travaille dans la nouvelle unité de soins intensifs Covid et évidemment elle tombe malade. Parce que Meredith a failli mourir toutes les 3 saisons. Ah oui, donc Bailey, seule et séparée de sa famille, doit faire face au décès de sa mère, elle aussi atteinte du Covid. Joe et Jackson deviennent sex friends, et Joe veut changer de carrière et du coup se concentrer sur la gynéco. DeLuca apprend à gérer ses phases maniaques et reste au chevet de Meredith pendant qu'elle est malade. Teddy et Tom, dans la saison précédente, puisque je crois que c'est la saison 16 se termine comme ça, Teddy et Tom couchent ensemble une nouvelle fois, sauf que Teddy enregistre avec son téléphone, enfin... appelle Owen avec son téléphone. Et du coup, Owen et Teddy sont censés se marier, ils décident de rompre les fiançailles. Et du coup, Amelia et Link s'adaptent à leur vie de parents puisqu'il vient d'avoir un bébé, donc Scoot. Et du coup, ils gardent tous les enfants de Meredith pendant qu'elle est dans son espèce de coma qui va durer des épisodes et des épisodes. Je parle pas du reste de la fin de la saison, tout ça, mais vraiment... Alors on voit que c'était le Covid et que les acteurs avaient sûrement besoin d'argent parce que tous ceux qui étaient partis, donc par exemple, comment son nom, je n'ai plus son nom, Derek, tout le monde connaît son nom, Patrick Dempsey. Patrick Dempsey était parti depuis saison 12, RIP, pour revient donc dans la tête de Meredith sur la plage. Vous vous souvenez de ces épisodes tout au long de la plage là? Donc elle voit Derek, elle voit George, elle voit Lexi, elle voit Mark, et Pierre-Paul Jack, elle voit DeLuca, parce que du coup, pareil, donc si vous êtes à la saison 17, vraiment passez ce moment. Donc DeLuca meurt, et du coup elle va le voir sur la plage, et quand elle va se réveiller, oui non mais je sais qu'il est mort. Oui d'accord, ok.
Enfin bref, c'était un peu longuet cette saison, comme vous voyez, je suis un peu... voilà. J'ai commencé la saison 18, le début, bon... C'est long, on va pas se mentir. C'est une bonne série, mais vraiment tirée autant. Je crois que là il y a 20 saisons. En fait, je veux savoir la suite, donc je continue, mais c'est long, voilà. Ensuite, on passe à une autre série que j'ai abandonnée clairement pendant des années. Donc c'est Two Broke Girls. J'avais commencé à regarder quand c'est sorti. Donc il y a un petit moment, je crois, c'était en 2013. Voilà, 2013. J'ai regardé les 3 premières saisons à l'époque, quand ça sortait. Et je me suis arrêtée au début de saison 3, je crois, un truc comme ça. Et là, en fait, c'est dans ma liste. J'ai une application, où je vous mettrai le nom, où je liste toutes mes séries, tous mes épisodes où j'en suis, pour pas être perdue. Et je voyais toujours la ligne Two Broke Girls, et j'étais là, putain, faut que je continue Two Broke Girls. Donc j'ai dit, allez, vas-y, on continue. Enfin, on reprend plutôt, parce que forcément, depuis 2013, j'avais tout oublié. Donc j'ai repris, et donc là, je viens de terminer la saison 3. Donc je vous lis le synopsis de la série et de la saison 3 un peu mélangé. Donc Max, une serveuse travailleuse, se retrouve à aider Caroline, une nouvelle au restaurant autrefois richissime, mais ayant tout perdu à cause des fraudes de son père. Max propose à Caroline d'être sa nouvelle colocataire. Le synopsis général, c'est ça. Et dans cette saison, Max intègre une école de pâtisserie avec un grand chef français qui lie une relation ambiguë avec Caroline. Max y découvre l'amour auprès d'un certain Dick. Alors c'était sympa. Le passage à l'école de pâtisserie, c'était marrant parce que le personnage de Dick, du coup, est grave drôle avec Max. Enfin, ils vont trop bien ensemble, je trouve. Dommage qu'ils se séparent. Par contre, ouais, le passage avec le prof de pâtisserie française et Caroline, bon, c'est pas très... je sais pas, moi j'ai pas trouvé ça très intéressant. Mais la saison était rigolote. Là, du coup, j'ai bien attaqué la saison 4 parce que je crois que je suis au milieu. Et ça va, c'est sympa, ça se regarde. C'est bien le genre de sitcom que tu mets en fond quand tu manges, ce genre de truc. Mais pareil, j'ai hâte que ce soit terminé, honnêtement. Le concept, la première saison, c'est marrant, mais après, je trouve que ça devient lourd. Donc bon, écoutez, comme je vous dis, j'ai hâte de terminer, et puis voilà. Et pour la dernière série télé de ce mois de janvier, nous avons terminé la saison 6 de Dexter et commencé la saison 7. Donc Dexter, j'ai déjà vu ce qui était sorti en premier, on va dire. Donc pas New Blood, pas la série qui est en ce moment, la nouvelle là, mais le premier jusqu'à la saison 7, la fin. Et Maxime n'avait jamais regardé, donc du coup pareil, on s'est dit allez on regarde Dexter et on a bien mangé les premières saisons. Là on est à la saison 6, donc pour moi la dernière vraie bonne saison. Donc pareil pour ceux qui ne connaissent pas la série de Dexter, parce qu'en plus ça date de 2011 maintenant. Je vous lis le synopsis. Donc Dexter est un expert en médecine légale spécialisé dans l'analyse de traces de sang pour la police le jour, tueur en série la nuit. Il n'est pas exactement un citoyen américain comme les autres. Il porte en effet un lourd secret, traumatisé dans sa putain d'enfance puis recueilli par un officier de police de Miami. Il se dit incapable de ressentir la moindre émotion. Incapable si ce n'est lorsqu'il satisfait les pulsions meurtrières que son père adoptif lui a appris à canaliser. De fait, Dexter ne tue que les autres tueurs qui sont parvenus à échapper au système judiciaire. Dexter est donc un justicier secret, et bien que sa soif de tuer lui pèse, il parvient à mener une existence relativement normale et à sauver les apparences auprès de ses collègues, amis et petits amis. Donc c'était très populaire quand c'est sorti. Ça passait plutôt en deuxième partie de soirée, donc c'était sur M6, je sais plus. Et du coup, comme je disais, donc on a terminé la saison 6. Donc la saison 6, Dexter vit sa vie de père célibataire, vu que Cody et Astor sont partis vivre chez leurs grands-parents à Orlando. Du coup, il est un peu plus libre dans ses tracks, dirons-nous. Donc sa nouvelle cible est le tueur du jugement dernier, rapidement identifié comme le professeur Geller, un expert en théologie qui veut provoquer la fin du monde à travers ses meurtres. Debra se retrouve lieutenant, du coup, vu que Lagertha a manigancé à la saison d'avant. Et elle est au bout de sa vie parce que elle s'est séparée de Queen, il la demande en mariage, elle a dit non. C'est l'histoire. Dexter découvre que Geller est aidé par un de ses anciens élèves, Travis Marshall, qui est soumis mais incapable de tuer. Dexter parvient à s'en faire un allié après que Geller a tué la sœur de Marshall pour son rituel. Bon, c'est un peu un résumé nul. Je suis désolée Wikipédia, hein, mais un peu naze. Du coup, si vous n'avez pas fini la saison 6, ne regardez pas ce moment. Donc, pour moi, une des meilleures saisons, les meurtres, du coup, reprennent, on va dire... parce que si vous avez déjà regardé Dexter, vous savez qu'à chaque saison, il y a un gros méchant, on va dire. Et dans cette saison particulièrement, donc on a 2 méchants, le professeur et Travis. Travis qui est censé être soumis au professeur, tout ça. Et en fait, à la fin de la saison, on se rend compte que le professeur est mort depuis belle lurette et qu'en fait, on le voit à travers les yeux de Travis qui s'imagine qu'il est encore là. Alors qu'en fait, Travis s'occupe de tous les meurtres, et du coup Dexter le découvre un peu tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et ouais, comme je disais, les meurtres sont remis un peu en avant, parce que c'est vrai qu'il y a certaines saisons de Dexter où on oublie un peu cette dimension de il tue des gros serial killers. Et c'est vrai que là, toute la dimension de la Bible, l'apocalypse, tout ça, enfin moi je trouvais ça hyper cool. Bien métal. Donc voilà, on a commencé la saison 7. Alors la saison 7, je l'aime pas beaucoup parce que je n'aime pas trop la protagoniste qui va sévir aux côtés de Dexter, je ne sais plus son nom, la blonde, je vous mets une photo. Je crois que c'est une espèce de Poison Ivy, si je me souviens bien, mais le plot, tout ça, enfin...
c'est... Après oui, alors le seul truc qui est bien, je trouve, dans la saison 7, c'est que ça fait avancer l'histoire. Vu que, bah, à la fin de la saison 6, Deb voit Dexter tuer Travis, donc du coup, bah... essaie de se dépatouiller de ce truc, et Lagertha du coup va mener l'enquête parce qu'elle retrouve une des languettes de verre de Dexter dans l'église. Bref, on n'est pas là pour parler de la saison 7, on en parlera dans une autre vidéo, mais tout ça pour dire que j'ai adoré la saison 6. Ensuite on va passer à la catégorie film. Alors pour les films, j'en ai pas regardé énormément au mois de janvier, honnêtement j'ai beaucoup regardé de séries comme vous avez vu. Mais du coup pour ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, nous sommes partis au Canada, à Montréal fin janvier, et du coup j'ai regardé des films dans l'avion. Donc qu'est-ce que j'ai regardé dans l'avion? J'ai regardé Dune deuxième partie. J'avais regardé la première partie je crois au mois de décembre, oui pareil, il y a des fois je mets 20 plombes à regarder des films, c'est comme ça, c'est la vie. Donc j'ai regardé Dune le premier, que j'ai bien aimé. Je n'étais pas non plus parmi ceux qui ont trouvé ça incroyable, qui l'ont regardé 8 fois de suite. Je l'ai regardé une fois, ça m'a suffi, c'est très bien comme film, mais voilà. Et donc dans l'avion j'ai regardé la partie 2, et pour le coup la partie 2 m'a encore plus plu que la partie 1, qui comme voilà je vous ai dit, la partie 1 j'étais en mode ok c'est cool. Et par contre la partie 2 j'ai vraiment aimé, je l'ai trouvé vraiment bien. Donc je vous lis encore une fois le synopsis. Donc Paul Atreides se rallie à Chani et aux Fremen tout en préparant sa revanche contre ceux qui ont détruit sa famille. Alors qu'il doit faire un choix entre l'amour de sa vie et le destin de la galaxie, il devra néanmoins tout faire pour empêcher un terrible futur que lui seul peut prédire. Donc ouais, enfin, le personnage de Paul, je l'avais aimé, aimé dans le premier. Là je l'ai vraiment aimé, là je l'ai trouvé vraiment cool. C'est vraiment un leader, c'est hyper triste ce qui se passe avec Chani, mais vraiment, enfin... J'ai trouvé ça trop bien. J'ai vraiment, tout le long du film, je suis restée en haleine. J'étais là en mode qu'est-ce qui va se passer et tout, ça y est, ils vont tous se taper, machin, hein. Enfin bref. J'ai trouvé ça super bien. D'ailleurs, Dune, donc c'est un livre à la base, et dans ma pile à lire, je ne sais pas quand je le lirai, mais il est dans ma pile à lire. Ensuite, deuxième film que j'ai regardé dans l'avion. J'en ai profité parce que comme Dune c'est un film qui dure très longtemps, je crois que celui-là dure 3h30, c'est Killers of the Flower Moon, donc de Scorsese, qui était dans ma watchlist depuis qu'il est sorti, parce que du coup je suis une très grande fan de Leonardo DiCaprio, et j'ai vu pratiquement tous les films où il était dedans, et celui-là est un des derniers, ou même le dernier, je ne sais pas, et du coup j'avais trop envie de le voir. Donc pareil, je vous lis le synopsis. Dans les années 20, plusieurs membres de la tribu native amérindienne des Osage, dans le comté d'Osage en Oklahoma, sont assassinés après avoir trouvé du pétrole sur leur terre. Le FBI mène l'enquête. Alors... je trouve que comme beaucoup de films de Scorsese, ça vaut pas 3h30. Il n'y avait pas besoin de faire 3h30. Globalement, le film, je l'ai trouvé bien. DiCaprio, encore une fois, campe un personnage très bourru, bon en même temps c'est les années 20 aussi, on va pas se mentir, mais le fait avec un accent, enfin une façon de faire, moi j'ai beaucoup aimé l'actrice aussi, je vous remets son nom parce que je ne m'en souviens plus, qui joue sa femme. De Niro pareil, bon joue très bien aussi, hein, on va pas se mentir. L'histoire est bien, moi qui suis pas très Far West, western, ce genre de truc, bah pour le coup je l'ai tenu honnêtement. J'ai bien aimé le fait qu'on voit le parallèle tout le long du film, donc de la famille d'Ernest, de Leonardo DiCaprio et des Osage, et tout ce qui va se passer entre. Ouais, j'ai trouvé ça super intéressant. Je trouve qu'on s'attache au personnage, on a envie de savoir ce qui se passe après, mais encore une fois, c'était trop long, vraiment. Il n'y a pas besoin de faire un film de 3h30 pour ça. Pareil, les décors, tout, c'était incroyable, vraiment trop beau. Donc écoutez, si vous avez 3h30 devant vous, je vous conseille de le regarder. Après, est-ce que je le re-regarderai? Honnêtement, je ne sais pas. Mais voilà. Ensuite, on passe à la troisième catégorie, la musique. Alors pour ce qui est de la musique, j'écoute de tout, à part quelques styles qui ne sont pas du tout dans mes playlists, mais très peu. On va dire que les styles principaux que j'aime sont la pop, la musique japonaise, le métal. Ouais, on va dire c'est les trois grandes familles. Et donc je vais vous parler de mon coup de cœur absolu. J'en parle en mois de janvier, il est sorti avant, donc je vous en parle que maintenant au mois de janvier, mais bon j'ai pas fait de vidéo avant donc voilà, et je l'écoute toujours. L'album de Sabrina Carpenter, qui est sorti donc au mois d'août 2024, mais que je n'ai pas écouté quand il est sorti, parce que moi Sabrina Carpenter, avant Short and Sweet, je connaissais 2-3 sons, mais bon rien de voilà. Mais alors le fait que sa DA, elle est... Comment dire? Déjà, je suis fan de Christina Aguilera à la base. Bon, niveau voix, c'est pas trop la même chose, on va pas se mentir. Mais niveau DA, c'est tout ce que j'aime. Cet album, je l'adore, j'adore les sonorités, j'adore le fait qu'elle joue ce vieil Hollywood comique dans ses clips, dans son show. J'adore tout. Vraiment, j'adore tout. Cet album, pour moi, c'est une réussite. Je l'écoute en boucle. En plus, elle passe à Paris en concert au mois de mars.
donc là nous sommes en février, début février, et je crois qu'elle passe début mars, début ou mi-mars, je ne sais plus, à Paris. Bon, il n'y a plus de place bien évidemment, mais je me tâte beaucoup pour prendre des places à la revente et aller la voir parce que vraiment je suis fan de ce qu'elle fait. Ensuite, il y a eu une nouvelle sortie de la part de Lady Gaga, donc si vous suivez un peu son actualité, elle va sortir un nouvel album en 2025, donc là incessamment sous peu. Et du coup elle sort des sons au fur et à mesure, donc le premier était le duo avec Bruno Mars, donc Die With A Smile, qui a reçu un prix d'ailleurs aux Grammy Awards, il y a quelques jours c'était les Grammys, et ils ont reçu un prix pour cette chanson qui est, je trouve, incroyable. Et donc elle a sorti la chanson Disease avec le clip que je trouve absolument incroyable. Donc encore une fois, moi Lady Gaga, pour le coup, contrairement à Sabrina Carpenter, depuis son premier album, son premier son, depuis le premier clip, le Just Dance que j'avais vu à la télé, je me souviens à l'époque, je n'ai jamais lâché la carrière de Gaga, j'ai écouté tous ses albums, je les ai absolument tous aimés. Bon, certes, certains moins que d'autres, mais je les ai tous aimés. C'est une artiste que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup, que si je pouvais la voir en concert, je serais plus qu'heureuse. Et du coup voilà, donc la sortie de Disease, qui pour moi marque les points sur absolument tout, la prod, les paroles, le clip, la DA, tout est... voilà. J'adore Lady Gaga. Et pour ce troisième point, musique, je l'ai mis dans la catégorie musique, mais je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de podcasts, principalement autour des meurtres, mais celui-ci n'a rien à voir. Je vais vous parler du podcast d'Alex Topia, donc pareil, il a pas commencé au mois de janvier, c'est déjà le deuxième épisode, troisième, je ne sais plus, j'ai peur de dire une bêtise. Bref, ce n'est pas le premier épisode. Que si vous ne le connaissez pas, c'est un youtubeur spécialisé parcs d'attractions, donc il fait des vidéos sur plusieurs parcs, principalement Disneyland, mais sur d'autres parcs aussi. Et du coup, il a décidé de lancer son podcast, et je le trouve vraiment hyper qualitatif. Je trouve qu'il résume bien, il argumente bien, il prend vraiment tous les éléments, enfin, pour moi, c'est un des meilleurs youtubeurs parcs d'attractions, ne serait-ce que le meilleur youtubeur parc d'attractions français. Donc voilà, si vous êtes fan de parc d'attractions, si vous ne connaissez pas Alex Topia, vous pouvez aller voir sa chaîne sur YouTube ou écouter du coup le podcast. Alors moi personnellement sur Spotify, je pense qu'il est sur les autres plateformes. Puis c'est un épisode qui est très long généralement, qui dure je ne sais plus, entre 40 minutes et 1 heure. Donc du coup si vous voulez le mettre pendant que vous faites autre chose. En fond, moi je sais que je l'écoute en voiture si j'ai un long trajet à faire, j'aime bien. Donc voilà, c'est fini pour la catégorie musique. Et maintenant nous passons à la dernière catégorie, la catégorie livre. Pour ce mois de janvier, j'ai lu 3 livres. Donc, j'ai lu le livre de Victoria Charlton, Gardez l'œil ouvert, tome 1. Il y a 3 tomes dans cette série. Et donc du coup, dans ce livre, elle va parler de plusieurs disparitions ayant lieu aux États-Unis, au Canada, puis il y a en France aussi. Donc elle va parler de disparitions qui n'ont jamais été résolues. Alors je trouve que ce livre est très bien fait dans le sens où on va avoir vraiment les faits. Donc voilà, elle va nous expliquer que voilà, telle personne a disparu tel jour, dans telle circonstance, machin, et après on va avoir son avis à elle. En fait, elle va nous mettre, elle, ce qu'elle pense de cette histoire. Vraiment comme elle fait au cours de ses vidéos. J'ai oublié de vous la présenter d'ailleurs, si vous ne la connaissez pas, Victoria Charlton est une reine du true crime québécois, et elle a une chaîne YouTube où du coup, elle va parler de plusieurs affaires, que ce soit des cold cases, que ce soit... des disparitions où la personne n'a jamais été retrouvée, bref, plein d'affaires différentes, et elle ne parle pas que du Canada, même si c'est principalement son sujet, mais elle parle aussi des États-Unis, de la France, bref. Et donc elle fait son format vidéo en podcast aussi. Vous pouvez l'écouter, moi voilà, par exemple je l'écoute dans ma voiture. Et du coup elle a sorti 3 livres que moi j'ai beaucoup aimé. En plus c'est tout petit, hein, franchement ça se lit en 2 heures. Et du coup j'ai hâte d'avoir le tome 2. Ensuite en deuxième livre, j'ai lu Carrie de Stephen King. Donc Stephen King, un des maîtres de l'horreur. Beaucoup de ses romans ont été adaptés au cinéma. Carrie par exemple a été adapté à l'époque, oui parce que je crois que le film date des années 80. Puis il y a eu une réadaptation dans les années 2010 je crois. Sinon dans les plus connus vous connaissez La Ligne Verte, vous connaissez peut-être Ça, le clown. Voilà, à peu près pour vous faire une petite idée de qui est Stephen King. Et donc ma maman est très fan de Stephen King, c'est pour ça que je connais un peu beaucoup de ses œuvres, mais je ne les ai jamais lues. Donc j'ai dit allez maintenant c'est parti, je commence la collection Stephen King. Donc du coup je le fais dans l'ordre chronologique et le premier livre qu'il a écrit c'est Carrie en 1974. Et du coup donc Carrie, j'ai vu les 2 films, j'ai aimé les 2, que ce soit celui des années 80 ou celui des années 2000. Le livre était trop bien. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Honnêtement, j'adore comment écrit Stephen King. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait plusieurs points de vue des personnages. Attention, spoiler alerte pour ceux qui n'ont pas lu le livre, ni vu les films, ni rien, bref, spoiler du livre. Je trouve que pour le coup, le livre, pas du tout comme les films, dans le sens où oui, l'histoire globale reste la même, entre Carrie, sa maman, tout ça, mais dans les films, si je me souviens bien, à chaque fois, la fameuse scène du bal où Carrie se prend le seau de sang sur la tête, elle verrouille les portes et met feu au gymnase.
tout le monde meurt et voilà. Dans le livre c'est beaucoup plus complexe que ça, au final elle ne met pas du tout le feu comme ça déjà. Elle part du gymnase, elle revient, elle décide de... En fait elle met le feu en cassant les câbles électriques qui tombent dans de l'eau parce qu'elle déclenche les sprinklers du gymnase. Des gens arrivent même à s'enfuir du gymnase. Donc oui il y a cette histoire de feu, mais après il y a encore tout un truc où en fait elle met à feu et à sang la ville, enfin c'est beaucoup plus profond que ça. Donc voilà, enfin pour le coup j'ai adoré, pareil il est tout petit comme le Victoria Charlton, en quelques heures c'est plié. Donc voilà, j'ai hâte de lire le suivant dans ma liste qui est Salem. Pour le dernier livre, j'ai lu le dernier livre de Valérie Perrin, autrice française du coup. Entre autres de Changer l'eau des fleurs, qui est un peu à mon avis son œuvre la plus connue, qui a donc sorti son dernier roman qui s'appelle Tata. On me l'avait recommandé, je n'ai jamais lu Valérie Perrin. J'avoue que ce soit film, série, livre, musique, moi je fais tout à l'américaine. J'ai beaucoup d'influence américaine ou même anglaise, mais très peu française, on va pas se mentir. Déjà j'écoute pas trop de variétés françaises et je lis pas trop d'auteurs français. Mais je me suis dit allez on me le recommande, je vais aller lire ça. Et du coup pour vous résumer un petit peu, donc Tata ça parle de Agnès Duguin, qui, divorcée depuis quelques années et réalisatrice de films, apprend que sa tante vient de mourir, sauf que sa tante elle l'a enterrée il y a 3 ans. Voilà. Du coup elle va retourner dans son petit hameau d'enfance et découvrir ce qui se passe et qui est enterré à la place de sa tante. Alors... Niveau écriture, je suis pas fan du tout. Pas trop comment c'est écrit, ça fait très... Enfin franchement, vous et moi, on décide d'écrire un livre demain, je pense qu'on fait la même. Peut-être un peu dur, mais moi je trouve, la façon dont c'est écrit. Je n'ai pas eu d'affection pour les personnages, particulièrement, à part le personnage de Colette. Attention, spoiler alert, si vous n'avez pas lu Tata, ne continuez pas. Le personnage de Colette, qui du coup est la tante d'Agnès. En fait, le livre est construit sur Agnès est le narrateur principal, mais tous les chapitres sont découpés, et en fait, on va remonter jusqu'à l'enfance de Colette. En parallèle avec ce qui se passe maintenant, avec d'autres pensées de personnages, bref, c'est un peu... il y en a beaucoup. Bon après je trouve que c'est ça qui est bien et qui permet que le livre ne s'essouffle pas, parce qu'il fait quand même presque... Non, il fait pas presque, il fait plus de 600 pages, il fait 634 pages je crois, un truc comme ça, bref, c'est un pavé. Donc j'ai beaucoup aimé voilà l'histoire de Colette, avec du coup son frère, le papa d'Agnès, ses parents à elle, enfin sa petite sœur, tout, j'ai vraiment trouvé ça bien, pour le coup, bien écrit aussi. En revanche, je trouve que ce livre est trop de tout. Déjà il y a énormément de personnages, parce que voilà il y a déjà Agnès, son ex-mari, sa fille, les potes d'enfance à Agnès, puis Colette, sa tante, puis tous les personnages de la vie de Colette, son frère, sa sœur, sa mère, son père adoptif, enfin bref, c'est un bourbier ce truc, mais du coup c'est beaucoup de choses, il y a beaucoup de thématiques abordées dans ce livre. Le fait que voilà Agnès se retrouve quarantenaire divorcée parce que son mari l'a lâchée pour une fille plus jeune, du coup qu'elle élève seule sa fille adolescente, que dans tout son groupe d'amis, ils ont tous quelque chose. En fait c'est ça qui me dérange, c'est qu'ils ont tous quelque chose. Il n'y a pas un personnage qui a une vie banale on va dire. Un de ses amis, donc on se rend compte vite dans le livre, a été violé pendant l'enfance par un entraîneur de foot, donc il va y avoir son histoire à lui. Une autre, c'est pareil, enfin... En fait je trouve ils ont mis un truc à chacun parce que voilà une de ses amies elle est lesbienne, bah on s'en fout en fait. Et en fait c'est précisé dès le début, elle est lesbienne, ok super, on s'en tape en fait. Et puis bah voilà on a des soupçons qu'elle a voulu tuer le prof de foot, puis la sœur au mec aussi elle a voulu tuer le prof de foot, enfin c'est trop. C'est trop, et en fait ça rend pas ça crédible, je trouve, même si toutes les histoires de vie sont différentes et chacun, voilà, voilà, mais dans ce livre je trouve que c'est mal amené. Je sais pas, il y a un truc qui m'a dérangé. Pour autant, j'ai voulu savoir la suite, j'ai voulu savoir la fin. Le twist de fin, mais j'ai trouvé ça mais d'un ridicule. Pareil, si vous n'avez pas fini le livre, ne regardez pas cette partie. Le twist de fin, c'est que Agnès, en fait, donc a des parents, son père, sa mère, tout le long du livre, et à la fin on se rend compte que sa mère n'est pas sa mère, et que sa mère en fait c'est Blanche, celle qui est du coup enterrée à la place de sa tante. Ok. Donc même elle l'apprend, ok cool, genre tout va bien. Donc la meuf, ça fait une semaine, elle remue ciel et terre pour trouver l'histoire de Pierre-Paul Jacques, de pourquoi cette fameuse femme est à la place de sa tante, pourquoi sa tante elle s'est fait passer pour morte, bref tout un bordel. Et à la fin, on lui dit bah voilà Blanche c'est ta mère, ok cool. Bien. Pas de soucis. Genre, mais c'est tellement mal amené, et la façon dont elle le dit à sa fille, pareil, enfin, tout est... Je trouve tout ne fait pas humain. Les réactions sont trop ou disproportionnées ou trop moindres. Bref, voilà. En résumé, après ce long blabla, je regrette de l'avoir acheté parce que j'ai quand même mis 23 € dans ce livre, que je ne relirai jamais, donc écoutez je vais le prêter à mon entourage, on verra s'il y en a qui aiment bien. Mais honnêtement, après je ne vais pas rester sur cette œuvre là, apparemment Changer l'eau des fleurs est vraiment bien, donc je vais prendre le temps de le lire. Parce que Tata du coup reste le dernier de ses romans, parce qu'elle en a sorti 4, et lui c'est le 4e. Donc voilà, je vais quand même lire ceux d'avant,
avant pour me faire plus une idée, mais en tout cas bah moi Tata j'ai pas aimé. Désolée. Voilà pour cette première vidéo qui résume du coup un peu tout ce que j'ai lu, écouté, regardé pendant le mois de janvier 2025. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je recommencerai le mois prochain avec plaisir. Également si vous trouvez que je n'ai pas assez détaillé que ce soit un artiste, son œuvre ou que sais-je, n'hésitez pas non plus à me faire part. Si vous avez regardé, écouté, lu les mêmes choses que moi, j'attends vos commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé et si on a la même façon de voir les choses ou pas. En tout cas, j'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo, j'ai trouvé ça très intéressant et j'attends vos retours en commentaire. N'oubliez pas de la liker également, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui sont tous listés sur YouTube. Vous avez mon Instagram, mon TikTok, j'avoue que je ne suis pas très active sur TikTok, et mon Twitch aussi, je live quand l'envie m'en prend, on va dire. Et puis voilà, en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté tout le long de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.